Il y a des hommes qui voient plus loin que l'horizon, qui perçoivent ce que personne d'autre ne voit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, on part. On part à la rencontre de l'immatériel, des mathématiques, des ondes et de l'énergie. Pour certains, l'astronomie est le côté physique du spirituel, et le monde spirituel se reflète dans le monde physique. On les appelle visionnaires ou parfois fous. Toujours est-il qu'ils ouvrent des portes sur d'autres idées, d'autres théories et une autre dimension. Leur quête de connaissance et leur capacité à voir au-delà des apparences nous offrent une perspective nouvelle sur l'univers. Ils nous rappellent que notre réalité va au-delà de ce que nous percevons, voyons et imaginons. Charles Jane était l'un de ces hommes, un astrologue extraordinairement brillant et un visionnaire hors du commun, mais pas toujours compris malheureusement. Pour lui, l'astrologie devait être profondément ancrée dans l'astronomie. Il avait pour habitude de dire qu'il fallait étudier l'astronomie pour vraiment comprendre l'astrologie. Il croyait fermement que toutes les techniques astrologiques avaient leur utilité et pour Jane, c'était à l'astrologue de choisir dans sa boîte à outils l'astuce nécessaire afin de répondre à la question d'un client. Nous sommes dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, et c'est à cette époque que Charles Jane et Lorne Edward Jandreau vont donner naissance à un nouveau point fictif en astrologie. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, ils ne se connaissent pas au départ, mais ils vont échanger au fil du temps une riche correspondance autour de leur passion commune qui est l'astrologie, mais aussi les sciences. Né à Jenkinston le 9 octobre 1911, Charles Jane se dirige d'abord vers des études en génie électrique à l'université de Princeton, puis il va explorer la psychologie à Columbia. Donc il commence sa carrière comme analyste technique à Wall Street, où il écrit même un livre sur l'analyse des techniques des marchés boursiers. C'est pas rien. Mais c'est pas tout, il va étendre sa curiosité parce qu'il va être intrigué par la théosophie et donc il décide de devenir président de l'Astrological Research Society de Nicolas Devor et vers 1958, il fonde même l'Astrological Research Associate et publie avec son épouse une revue d'astrologie. Cependant, ses plus grands succès vont résider dans la création de l'Association pour la recherche en cosmécologie. Alors, c'est pas une association pour les cosmétiques, ça n'a rien à voir, c'est une organisation qu'il fonde en 1970 et qui se spécialise dans la réintégration de l'astrologie dans la science principale. Mais c'est pas tout parce qu'il va aussi devenir membre fondateur du Conseil national pour la recherche géocosmique et tous ses accomplissements vont lui valoir le prix de Mark Edmund Jones, qui est une reconnaissance de son expertise qui, ma foi, est assez exceptionnelle. De l'autre côté, nous avons Lorne Edward Jandreau, né le 30 janvier 1882, donc à Franklin, New Hampshire. Il est astrologue, mais aussi un célèbre mathématicien, physicien et ingénieur radio, donc il va perfectionner son approche scientifique de l'astrologie au début du XXe siècle. Malheureusement, Jandreau est fortement critiqué pour ses idées en marge de la société de l'époque, notamment pour avoir développé un système de prévision des marchés boursiers qui est basé sur les éclipses, un travail sur lequel Jane va d'ailleurs beaucoup s'appuyer. Jandreau et Jane ont la même vision du travail prédictif et c'est certainement ça qui va les associer dans cette découverte parce qu'ils partagent une philosophie commune sur l'astrologie et donc tous deux sont extrêmement convaincus qu'il existe une configuration planétaire très précise qui décrit chaque événement. Jandreau était à l'époque en train de travailler sur un nouvel ascendant électrique et il va partager ses nouvelles recherches avec Jane. Et chacun de leur côté, ils vont tester ce point et l'un et l'autre vont arriver à la même conclusion que le point opposé à ce nouvel ascendant électrique est beaucoup plus sensible. Jane conclut que c'est un point
fatal et il représenterait des questions pour lui indépendantes de notre volonté. Donc ils vont tous les deux le baptiser vertex, qui signifie en latin sommet ou point le plus haut, car il est associé à des événements importants ou des tournants dans la vie des individus. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Alors le vertex est basé sur la théorie du champ dynamique GEM, acronyme pour gravité, électricité, magnétique. On considère que le méridien et le milieu du ciel sont corrélés à la gravité, l'ascendant électrique, qui est l'axe antivertex, à l'électricité, et l'ascendant et l'horizon au magnétisme. Alors attention parce que c'est pas une partie très simple, donc faut bien suivre. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que la théorie GEM ? D'ailleurs, c'est pas vraiment une théorie scientifique, c'est plutôt un cadre conceptuel développé dans des contextes spécifiques, comme certaines approches dans des théories alternatives qui proposent que l'univers fonctionne selon 3 forces fondamentales. Première force, c'est la gravité, qui est la force qui attire les objets les uns vers les autres, comme la façon dont la Terre attire les objets vers elle, ce qui nous permet de rester au sol. La deuxième, c'est l'électricité, qui concerne les forces et interactions entre les charges électriques responsables de phénomènes comme les éclairs ou le fonctionnement des appareils électroniques. Et puis troisièmement, nous avons le magnétisme, qui est une force qui attire ou repousse les objets en fonction de leurs propriétés magnétiques, comme les aimants qui s'attirent ou se repoussent. Donc, ces 3 forces que l'on suppose interconnectées sont une analogie entre les équations de l'électromagnétisme, comme celle de Maxwell, et celle de la gravitation, plus précisément les équations de la relativité générale développées par Einstein. Mais on va faire un petit rappel des différentes théories pour que cela vous paraisse plus clair quand même. On va commencer par la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravitation comme une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie et qui permet de relier la distribution de la matière et de l'énergie à la courbure de l'espace-temps. Donc, imaginez que l'espace-temps soit une feuille de caoutchouc tendue. Si on pose une boule lourde sur cette feuille, elle va s'enfoncer et elle va créer une courbure. Les objets plus petits autour de cette boule vont rouler vers elle parce que la feuille est courbée, naturellement. Donc en cosmologie, cette feuille, c'est comme l'espace-temps et les boules sont les planètes qui courbent l'espace-temps autour d'elle. Donc par exemple, la Terre tourne autour du Soleil parce que le Soleil courbe l'espace-temps et la Terre suit cette courbure. Ainsi, la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers vont déterminer la forme de l'espace-temps. Alors là où il y a beaucoup de masse ou d'énergie, l'espace-temps est plus courbé. Et là où il y en a moins, il est plus plat. Donc cette courbure affecte le mouvement des objets, les trajectoires de la lumière et même la perception que l'on a du temps, tout simplement. On continue maintenant avec les équations de Maxwell qui décrivent les interactions entre les champs électriques et magnétiques et montrent comment les champs électriques et magnétiques sont générés et modifiés par les charges électriques et les courants. Alors cette fois, on va imaginer une charge électrique comme un ballon électrisé. Alors ce ballon crée un champ magnétique autour de lui, un peu comme une aura invisible. Et si ce ballon bouge ou si une autre charge s'approche, ce champ change. De même, par exemple, lorsqu'un courant électrique passe dans un fil, il crée un champ magnétique autour du fil. On pourrait imaginer un courant comme de l'eau qui coule dans un tuyau et qui crée un tourbillon autour de lui. Et ce champ magnétique peut, à son tour, créer un champ électrique s'il change dans le temps.
Donc Maxwell montre aussi que les champs électriques et magnétiques peuvent se propager ensemble sous forme d'ondes, comme les vagues dans l'eau. Et ces ondes électromagnétiques sont par exemple la lumière visible, les ondes radio et les rayons X par exemple. Ce sont des ondes qui voyagent à la vitesse de la lumière et transportent de l'énergie à travers l'espace. Et Maxwell démontre ainsi que l'électricité et le magnétisme sont deux aspects d'un même phénomène, l'électromagnétisme. Alors, la théorie GEM propose de trouver des parallèles entre certains facteurs liés à la relativité avec ceux des champs magnétiques. Donc, par exemple, le potentiel gravitationnel en relativité générale est analogue au potentiel électrique dans l'électromagnétisme. En résumé, tout comme le potentiel électrique influence le mouvement des charges dans un champ électrique, le potentiel gravitationnel influence le mouvement des objets dans un champ gravitationnel courbé par la masse. Et ceci, ça nous permet de mieux comprendre certains aspects des champs gravitationnels en les comparant aux champs électromagnétiques. Vous devez vous demander, mais pourquoi je vous raconte toutes ces théories ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Eh bien, tout simplement parce que si vous souhaitez comprendre le vertex, vous devez avoir en tête comment il a été conçu, comment ils en sont arrivés là, d'où vient ce vertex. Et pour cela, il fallait que je vous explique ce que nos mathématiciens et astrologues ont observé pour comprendre leurs trouvailles et surtout le sens qu'elles vont avoir en astrologie. Vous voyez maintenant un petit peu pourquoi Charles Jeanne disait qu'il fallait comprendre l'astronomie pour vraiment comprendre l'astrologie. Et c'est d'ailleurs cette perspective qui nous aide à voir comment la théorie du champ dynamique GEM, qui englobe la gravité, l'électricité et le magnétisme, a conduit à l'identification et à la définition du vertex en astrologie. Donc nous allons nous aussi faire une analogie avec les équations de Maxwell et celles de la relativité d'Einstein, exactement comme nous venons de le découvrir pour le gravito-électromagnétisme, et ceci dans le but d'établir comment ces forces fondamentales qui régissent les lois de l'univers pourraient se manifester en astrologie, donc dans un thème natal. Alors, nous pourrions établir que la gravité correspond au méridien et au milieu du ciel, étant donné que la gravité représente l'attraction des masses et symboliquement les aspects de la vie liés à la position sociale, la carrière et à l'ambition. L'électricité serait associée à l'ascendant électrique ou l'axe antivertex sommet, car l'électricité concerne les influences extérieures et les changements soudains. Donc, Jeanne et Jandreau ont considéré que le point opposé à l'ascendant électrique, le vertex, était particulièrement sensible, car il est lié à des événements qui semblent être hors de contrôle, assez imprévus. Et pour finir, le magnétisme correspondrait à l'ascendant et à l'horizon, car ces points sont des points de convergence où les énergies personnelles et les interactions sociales se rencontrent. Donc le magnétisme personnel commence à l'ascendant et s'intensifie, influençant les interactions sociales et les relations, atteignant bien sûr son plein effet au point opposé, c'est-à-dire le descendant. Dans ce cadre analogique, le vertex devient un point central où les trois forces interagissent. Il s'agit de faire un lien essentiel qui va permettre aux forces de se réunir et de s'exprimer selon le modèle de fonctionnement de l'univers défini par la théorie GEM. Il est donc extrêmement énergétique et se présente comme un reflet des forces cosmiques sur Terre. Vous pouvez le voir comme un miroir énergétique très puissant, une sorte de porte qui crée un lien synergique entre ce qui se passe dans l'univers et vous. Vous
en tant que particule de cet univers, vous en tant que force active de l'univers, vous en tant qu'électron magnétique de l'univers. Le vertex est un concept astrologique, mais en le regardant à travers une perspective psychologique, on peut mieux comprendre son influence sur notre développement personnel et nos interactions. Alors le vertex nous demande d'accepter la multipotentialité. Ça, c'est pas facile. Nous avons vu que le vertex est un point particulièrement énergétique car il agit comme un lien entre les trois forces fondamentales de l'univers, c'est-à-dire l'électricité, le magnétisme et la gravité. Oui, très bien, mais en clair, ça veut dire quoi ? Comment ces forces se manifestent-elles dans notre vie quotidienne et influencent-elles notre parcours ? Donc, la force électrique représente ce que nous dégageons, notre énergie personnelle et le courant que nous émettons. Elle peut être vue comme les forces imprévisibles qui vont impacter notre vie, les événements et rencontres qui nous poussent hors de notre zone de confort. Cette force symbolise notre énergie et la façon dont elle est perçue par les autres, et elle va influencer nos interactions sociales. L'électricité représente donc notre réaction au changement et notre capacité à nous adapter aux situations nouvelles et inattendues. Pensez à un moment où un événement inattendu a radicalement changé votre vie. Cet événement était peut-être l'effet de cette force électrique à l'œuvre, vous poussant à vous adapter et à réagir, donc à avoir une réaction par rapport à une situation nouvelle. On passe à la force magnétique qui concerne ce que nous attirons à nous, que ce soit des événements, des situations ou des personnes. Elle reflète notre attraction personnelle et comment nous influençons notre environnement immédiat. Cela peut se traduire par notre capacité à attirer ou repousser les autres, notre charme personnel et notre influence dans les relations. Le magnétisme peut être vu comme la dynamique de notre vie relationnelle, c'est-à-dire comment nous formons des liens et comment nous nous connectons émotionnellement avec les autres. Il peut également symboliser notre charisme et la manière dont nous influençons ceux qui nous entourent. Alors on va imaginer par exemple comment certaines personnes entrent dans votre vie de manière presque magnétique, comme si elles étaient attirées par une force invisible. Ça, c'est le magnétisme à l'œuvre. La force gravitationnelle correspond aux méridiens et au milieu du ciel. Elle symbolise les aspects de la vie liés à notre position sociale, notre carrière et nos ambitions. Elle nous ancre dans une réalité concrète et matérielle, nous attirant vers des objectifs tangibles et pratiques, et cela peut être représenté par nos aspirations et la manière dont nous nous ancrons dans cette réalité. Comment notre perception de notre place dans le monde influence nos actions et nos décisions. Elle peut symboliser le poids de nos responsabilités, par exemple, et la manière dont nous nous percevons dans le contexte plus large de la société. Réfléchissez un instant à vos ambitions et à la façon dont elles vous poussent à agir. Cette force gravitationnelle vous aide à rester concentré et déterminé dans vos efforts pour atteindre vos objectifs. Alors là, j'entends déjà vos questions. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous parlons de 3 forces alors que nous n'avons que 2 points. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, ces 3 points, ces 3 forces, la gravité, l'électricité et le magnétisme, interagissent à travers 2 points dans notre thème natal, le vertex et l'antivertex, que l'on couple avec le milieu du ciel. Et c'est cette synergie entre les forces qui crée une dynamique particulière, porteuse de signification psychologique qu'on va voir.
Donc le vertex est le point où ces trois énergies vont converger et il va y avoir une influence qui se traduit par des moments clés de notre vie, souvent en lien avec des événements qu'on n'a pas prévus ou des tournants importants. Et ces événements peuvent sembler venir de l'extérieur, de forces hors de notre contrôle et nous obliger à nous adapter et à évoluer. C'est d'ailleurs ce que John Draw et Jen appelaient le point fatal. D'un autre côté, l'antivertex reflète notre réponse active à ces influences. C'est le point qui montre comment nous allons réagir face aux événements déclenchés par le vertex. En d'autres termes, le vertex représente les circonstances et les défis qui nous sont imposés, tandis que l'antivertex va représenter notre capacité à y répondre, à utiliser notre énergie personnelle, donc notre énergie intrinsèque, afin d'y répondre. Concrètement, lorsque vous faites face à un événement imprévu qui va bouleverser votre vie, cet événement peut être lié à une influence du vertex. La manière dont vous choisissez de réagir, de vous adapter et de surmonter bien sûr l'événement est représentée par l'antivertex. Et cette interaction entre le vertex et l'antivertex montre comment nous intégrons et équilibrons ces forces dans notre vie quotidienne. Ça va influencer finalement tout notre développement personnel et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que cette synergie vous inspire ? Comment la ressentez-vous ? Déjà, il serait important d'accepter que certaines influences et événements ne soient pas forcément sous notre contrôle actif et qu'ils soient là juste pour nous faire évoluer. Il faut aussi réaliser que nos relations sociales sont influencées par des forces d'attraction et de répulsion que nous ne sommes pas toujours en mesure de garder sous notre contrôle, en tous les cas de manière consciente. Et enfin, et non des moindres, constater que nos ambitions et notre position sociale est en partie déterminée par des circonstances extérieures, mais que notre manière d'y répondre, de répondre à ces circonstances, va également impacter notre parcours. Et ça, c'est très important. Mais le vertex porte aussi une part de notre identité, qui véhicule comment les autres nous perçoivent. Contrairement à l'ascendant qui est le visage que nous montrons au monde, c'est le masque social, le vertex est la façon dont les autres interprètent nos actions et notre personnalité. Il représente le résultat de notre croissance personnelle tel qu'il est perçu par notre environnement. On pourrait dire que l'ascendant est la façade que nous choisissons de montrer, tandis que le vertex est plutôt la perception que les autres ont de nous après avoir vu nos actions et nos interactions sur de plus longues périodes. Cela englobe donc notre développement personnel et la manière dont notre environnement voit les résultats de ce développement. De facto, il englobe aussi la résultante de nos actions passées qui interagissent sur notre image future en lien avec cette dynamique justement de développement individuel. Il nous renvoie à la question de l'intégration du passé, de ce que nous en avons fait pour progresser et réajuster notre perception, la perception que nous allons envoyer aux autres justement. Mais il indique aussi ce que l'on attend de nous, ou ce que nous savons que nous pourrions développer. Je ne sais pas si c'est très clair ça. Il donne les qualités à développer complémentaires à celles de l'ascendant, ce qui signifie que le vertex pointe vers des traits de caractère ou des énergies qui, lorsqu'elles sont intégrées, vont enrichir et compléter notre personnalité. En somme, on pourrait se demander si la synergie du vertex n'est pas là pour qu'on puisse œuvrer sur soi, pour valoriser cette petite part énergétique reçue de l'univers et la réintégrer dans le flux avec une dimension de vous plus éclairée, plus magnétique. Nous avons défini
3 forces. On a aussi vu que le vertex agit comme un modulateur d'influence extérieure, indiquant l'interaction entre les forces extérieures et nos réponses actives. Donc, imaginez le vertex comme un carrefour important de notre vie où des décisions doivent être prises. Par exemple, pensez à Jean, un écrivain en herbe qui, lors d'un atelier littéraire, rencontre un éditeur qui croit à son talent. Cette rencontre change le cours de sa vie. Ça va illustrer un petit peu l'influence du vertex. De tels événements nous poussent à évoluer et à nous adapter en intégrant des qualités, des leçons précieuses dans notre développement personnel. Sa fonction nous demande d'accepter la multipotentialité, c'est-à-dire de reconnaître que notre vie est façonnée par une combinaison de forces que nous ne pouvons pas toujours contrôler, tout en ayant le pouvoir de choisir comment y répondre. Alors, comment cela se traduit-il en astrologie ? Comment interagit-il dans notre thème ? Eh bien, il indique des moments et des interactions significatives souvent liées à des forces extérieures. Il peut ainsi nous indiquer des domaines où nous devons évoluer et nous adapter. Il répond donc à une dialectique d'axe, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons l'événement imprévu qui va se passer et de l'autre, nous avons la manière dont nous pouvons y répondre. Comment allons-nous y faire face ? Ils impliquent souvent des interactions et des relations avec d'autres personnes, ce qui rend ces événements plus complexes mais aussi multidimensionnels. Ces événements forcent automatiquement l'évolution et le développement de notre personnalité puisqu'ils vont nous forcer à faire un choix qui n'est pas forcément prévu. Et ça va nous confronter à ces situations extérieures. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, le signe où se trouve le vertex montre la qualité ou la leçon que nous devons apprendre ou développer. Le signe de l'antivertex, lui, montre la manière dont nous avons tendance à réagir ou à chercher des solutions. Il est le point de départ des actions conscientes que l'on prend pour influencer notre destin. De même que les maisons où cet axe est activé, le vertex en maison représente le domaine de vie par lequel les événements arrivent. C'est la sphère de notre existence où nous sommes confrontés à des influences extérieures qui nous poussent à évoluer et à nous adapter. Et les expériences vécues dans cette maison sont souvent marquantes et jouent un rôle important dans ce développement personnel. Quant à l'antivertex en maison, donc à l'exact opposé, montre le domaine de vie vers lequel nous devons tendre. C'est là que nous devons concentrer nos efforts pour intégrer les leçons apprises et réagir aux événements influencés par le vertex. Cela nous indique où nous devons travailler activement pour harmoniser et équilibrer les influences que nous recevons. L'axe en maison est comparable à des portes qui s'ouvrent sur de nouvelles opportunités dans un domaine spécifique. Cela fait une bonne transition d'ailleurs pour aborder le lien qu'il y a avec le milieu du ciel. Comme nous l'avons vu dans la signification du gemme, les 3 énergies sont extrêmement liées. Il est donc important de faire le pont avec le milieu du ciel pour comprendre pleinement cette influence du vertex. Il faut considérer la maison et le signe du milieu du ciel, car le milieu du ciel représente nos ambitions, notre carrière, notre position sociale, ainsi que notre vocation ou plus généralement notre réalisation sociale dans la vie. Donc ensemble, le vertex et l'antivertex avec le milieu du ciel peuvent
donner une image plus complète de cette réalisation sociale en montrant non seulement les événements marquants et les qualités que nous devons intégrer, donc axe, vertex, anti-vertex, mais aussi comment tout ceci s'aligne avec nos aspirations professionnelles et sociales. Mais je vais vous donner un exemple. Si le vertex est en balance et le milieu du ciel est en capricorne et l'anti-vertex est en bélier, nous devons peut-être intégrer des qualités de diplomatie, de justice et de relationnel avec la balance à nos actions, notre dynamisme et notre besoin d'indépendance représentés par le signe du bélier, tout en poursuivant des objectifs ambitieux et structurés déterminés par notre milieu du ciel en Capricorne. Ainsi, la dynamique entre le milieu du ciel et le vertex et l'antivertex permet de comprendre cette synergie qu'il faut intégrer consciemment dans son processus de développement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça peut donner, comment ça interagit, mais c'est un petit peu la lecture qu'il faut en faire. Il faut combiner les 3 points pour essayer d'avoir une lecture globale. Donc il est très important de ne pas confondre le vertex avec le nœud nord, car il représente plutôt une voie d'accès pour compléter Rahu et Ketu. En principe, comme un thème n'est jamais incohérent, cela doit résonner avec cette complétude. On va prendre un exemple. Si votre nœud nord est dans un axe de signe Vierge-Poisson, votre réalisation sociale et les qualités que vous aurez été amené à développer au travers d'événements imprévus vous conduiront certainement vers des thématiques qui résonnent avec le service à autrui. Les aspects entre les planètes personnelles et le vertex peuvent effectivement vous aider à développer des qualités complémentaires à l'ascendant, parce que comme je vous avais dit dans la psychologie du vertex, il y a une forte corrélation, donc une complétude à faire entre l'ascendant et le vertex. Si elles sont en tension, il faut comprendre les défis auxquels vous serez confrontés pour œuvrer sur votre identité, vos émotions, votre communication, vos relations ou votre motivation. En interaction positive, elle facilite des événements importants de votre vie et apporte un soutien dans les aspects personnels de votre vie. Avec des planètes sociales, les défis se situeront dans une sphère plus relationnelle, la croissance personnelle, l'expansion, la discipline et les structures de vie. Si les aspects sont positifs, vous bénéficierez ainsi d'un soutien dans ces domaines. Et pour terminer avec les transpersonnelles, elles vont beaucoup plus être liées à des thématiques de transformation vraiment profondes, des grands bouleversements qui jouent selon les aspects de manière plus ou moins challengeante. Alors le processus du GEM nous pousse à considérer que certaines forces sont liées pour pouvoir agir. C'est une synergie interactionnelle entre l'univers et nous, entre les événements et nos actions, entre soi et les autres. Une force extraordinaire qui nous offre un pouvoir fabuleux, celui de nous connecter au battement du cœur de l'univers en acceptant que tout est interconnecté. Alors on peut se demander si le génie de ces hommes visionnaires, Jen et Jandro, n'était pas tout simplement d'avoir su ouvrir une porte d'harmonisation entre la science et la spiritualité.